Du consommateur et qu'est-ce que ça m'évoque? J'ai été vigilante pendant une 2 semaines sur l'éco-conception dans mon quotidien. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé des bouteilles d'eau. Sur les bouteilles d'eau, il y a voilà, le taux de recyclabilité ou de matériaux issus du recyclage. J'ai été faire les courses dans un grand magasin de sport et à l'entrée, il y a un magnifique carton qui explique rapidement l'éco-conception, les différentes étapes du cycle de vie et puis le taux de fibres recyclées dans les différents équipements. Et puis en matériel informatique, voilà, on pense à une grande marque qui colle ces différents composants à l'intérieur de ses ordinateurs. Et voilà, l'éco-conception, c'est aussi ça. Donc voilà, rapidement, moi en tant que consommatrice, ma vision que j'ai pu avoir de l'éco-conception. Et donc c'est intéressant là de se dire, prenons en tant que concepteur du coup de l'éco-conception, qu'est-ce que ça peut vraiment impacter quand je suis dans la conception d'un produit, au-delà de cette injonction où on entend partout qu'il faut faire de l'éco-conception, qu'est-ce que c'est vraiment? Et c'est vraiment ce qui me réunit aujourd'hui. Donc on est dans le cadre de Meet and Fabric, donc la semaine événementielle de la fabrique de l'innovation, qui est donc un dispositif de l'Université de Lyon, où la thématique d'aujourd'hui, c'est explorer les transitions. Et donc l'éco-conception, c'est explorer les transitions du côté industriel sur le côté conception. J'anime aussi le collectif des soudés, donc un collectif d'experts du prototypage. C'est-à-dire que notre raison d'être, c'est vraiment de conseiller les porteurs de projets en création de produits industriels, de l'idée jusqu'à la petite série. Et donc, deux de nos membres sont là pour témoigner à quel point on promeut l'éco-conception quand on va proposer un développement de produits industriels. Et à la troisième et dernière raison, c'est qu'au sein de la fabrique, on développe aussi un projet Indulo, qui est en fait une fausse usine de fabrication de pédales de vélo, dont l'objectif, c'est vraiment un démonstrateur de médiation industrielle pour sensibiliser à l'industrie et à ses métiers. Et donc, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est d'objectiver quel est le monde de l'industrie à l'heure actuelle, quelles sont ses tendances. Et clairement, l'éco-conception en est une. Et on a Vanille qui est partenaire avec Startup Pro de ce dispositif, qui est là aussi pour montrer, objectiver avec nous ce que c'est que l'éco-conception. Donc on a aujourd'hui 3 intervenants avec nous. Vanille Polato, qui est responsable business unit et manager sur Startup Pro au sein de Michelin, qui va nous poser un peu plus le cadre de ce qu'est l'éco-conception. Chez Michelin, vous en faites depuis 1984, si j'ai bonne mémoire, donc c'est pas une nouveauté en tout cas pour vous. Donc vous allez vraiment pouvoir nous rappeler quel est le cadre, la définition et le process, entre guillemets, la démarche en tant que telle. Ensuite, on va avoir Paul Colomba, du coup, directeur de l'école Strat Design Lyon, où là, on va vraiment se dire, l'éco-conception, c'est pas juste une tendance et dans le monde professionnel, on va en mettre de temps en temps, mais là, c'est vraiment former les professionnels de demain pour que l'éco-conception soit intégrée dès le départ et ne soit pas juste quelque chose qu'on va venir rajouter, si on peut dire comme ça. Et puis Florian Berthelot, du coup, qui est cofondateur de l'entreprise F3DF et qui là va venir avec une illustration, un cas pratique avec un vélo modulable et qui va aussi nous expliquer les outils logiciels à disposition et qui permettent de faciliter l'intégration de l'éco-conception dans nos produits. Donc merci beaucoup à tous les 3. La façon dont on va fonctionner, donc on est en masterclass et non pas en table ronde, donc ils vont venir chacun à leur tour vous parler de leur partie, et puis à la fin de chaque intervention on prendra un petit temps de questions-réponses en direct sur la partie de l'intervenant pour qu'il y ait plus d'interaction et de qualité dans nos échanges. Et puis à la fin, moi j'ai quand même quelques questions à leur poser, voilà, donc on vous passera aussi pour ça. Et si tout est bon pour vous, Vanille, je te laisse prendre la parole. Alors, notre télécommande marche pour allumer les temps, mais pas pour passer les slides. Donc, voilà, et là, on change. Voilà, tout à fait. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Vanille Polato. Je vais vous parler des enjeux d'intégrer l'éco-conception dans son projet avec un regard plutôt industriel sur quand j'ai une innovation, quand je suis une start-up, une PME, une ETI, quels sont les enjeux pour moi d'intégrer cette éco-conception pour pouvoir avoir un produit ou un service le plus pertinent sur le marché. Déjà, pourquoi? Alors, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes à peu près tous convaincus qu'il y a un intérêt d'éco-concevoir, mais intégrer l'axe environnemental dans le développement de son produit, il y a, on va dire, plusieurs niveaux qui nécessitent de le faire. Le premier, c'est qu'on est contraint. Il y a la réglementation qui évolue, qui va arrêter le tout jetable, qui va arrêter l'introduction de certaines substances qui peuvent être nocives pour l'environnement. Donc on est sur une évolution de la réglementation, donc là on est plutôt sur quelque chose qu'on subit.
choses qui sont plutôt en phase avec les tendances du marché. On mentionnait tout à l'heure les attentes en tant que consommateur. J'ai le choix entre un produit A et un produit B. Je suis plus intéressée d'acheter le produit A s'il répond à mes envies, par rapport à mes convictions propres en tant que consommateur sur l'aspect environnemental. Il y a des nouvelles technologies qui sont disponibles et donc qui permettent d'avoir un impact environnemental réduit, donc il y a tout intérêt à la prendre. Et aussi quelque chose de encore plus fort, ça peut être aussi dans les valeurs de l'entreprise. Je crée ma start-up, je porte une innovation parce que c'est ma conviction personnelle qu'il faut changer les choses, je veux proposer une solution. Et là, forcément, dès la genèse du projet, la prise en compte de l'impact environnemental est déjà présente. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, on va parler d'axe environnemental, d'impact environnemental, avec le moyen d'éco-conception. Et pour ce faire, sur le moyen d'éco-conception de manière plus précise, une entreprise, elle peut être née avec, c'est-à-dire que dès la genèse et la construction de son projet, tout est pensé avec l'éco-conception. Et là, il part déjà avec une grande longueur d'avance. Et puis après, il va y avoir des entreprises qui sont en cours de mutation. Le produit existait déjà, mais qui a été développé il y a 5, 10, 15 ans, 15 mois, avec pas cet axe environnemental. Et donc, du coup, il y a des mutations à avoir. Là aussi, c'est tout aussi possible d'avoir ces projets-là d'éco-conception. Et puis, je ne sais pas si on est dans la salle aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en attente. On attend de voir si la réglementation évolue, si les marchés, si les consommateurs vont évoluer, parce qu'on n'est pas encore en phase avec les valeurs ou la stratégie de l'entreprise, on est en attente. Et bien là, on va voir qu'il va être nécessaire d'accélérer, parce que tout ça est en train de s'aligner sur les mêmes enjeux, de prendre en compte cet axe environnemental pour pouvoir mettre sur le marché une innovation qui sera durable et pertinente, on va dire, sur du long terme. Donc, l'éco-conception, je vais vous donner là, les grands principes, on va dire, de ce que c'est. Ça, c'est quelque chose, c'est issu d'une directive, issu d'une norme sur qu'est-ce que c'est l'éco-conception. Conception-concepteur, en fait, c'est vraiment de prendre l'impact environnemental dans le choix de développement, le cycle de développement du produit. Donc, il y a deux messages clés forts qui sont à comprendre. C'est le fait je vais partir sur la partie droite, on passe du format classique qui rythme le développement d'un produit, le développement de tout projet qui serait du design to cost. J'ai un produit, je dois fournir un produit, un équipement, à un coût donné, un niveau de qualité donné, un planning donné, une date donnée. Donc ça, on va dire que c'est le mode de gestion classique de tout projet industriel. Et là, on va rajouter une composante qui est l'impact environnemental. Ce n'est pas au détriment du coût, au détriment de la qualité, au détriment du délai. C'est quelque chose en plus pour avoir un regard plus complet sur les choix techniques que l'on pourrait avoir. Donc, vraiment une composante supplémentaire, mais qui n'est pas au détriment d'eux. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième, c'est cette notion-là de cycle de vie, qui est de réellement regarder tout ce qui se passe sur le cycle de vie de mon produit pour ne pas avoir de faire des choix qui soient uniquement focalisés sur une étape et qui pourraient se transférer à d'autres étapes. Je vais prendre l'exemple. Imaginons que demain, je vais travailler sur une innovation qui concerne l'amélioration du recyclage de telle nouvelle matière. Okay, déjà, je suis dans une bonne dynamique de répondre à un point douloureux qui a un impact environnemental, de faciliter le recyclage d'un nouveau matériau. Je vais concevoir mes machines. Donc ma machine, il va falloir que je regarde de l'étape de l'extraction des matières premières. Vraiment, est-ce que j'ai besoin d'acier, est-ce que j'ai besoin d'aluminium, de cuivre, quelles sont les matières premières qui sont nécessaires pour la réalisation de ma machine. Je vais l'acheter, donc j'ai besoin d'aller dans différentes zones du monde pour venir acheter les différentes pièces qui vont constituer ma machine. Je vais la fabriquer, donc je vais avoir peut-être besoin de procéder d'assemblage, de quelque chose de spécifique pour pouvoir fabriquer mon produit en lui-même. Mon machine, je vais avoir besoin de la distribuer à différentes zones du monde. Imaginons que là, c'est en Europe, en Asie, en Afrique, partout on a besoin de ce nouveau procédé, donc je vais le distribuer. Et bien sûr, je vais l'utiliser. Cette phase-là, elle est très importante parce que c'est là où on va avoir, surtout sur mon exemple-là, de production d'un procédé, d'une machine, on va avoir besoin d'électricité, on va avoir besoin d'eau, besoin de différents flux
d'apport d'énergie pour pouvoir répondre à ma fonction. Et donc il faut vraiment regarder aussi cette phase-là d'utilisation qui peut être très impactante également dans le cycle de vie. Et bien sûr, je regarde qu'à la fin, est-ce que dans la phase d'utilisation, est-ce qu'elle peut être maintenue? Est-ce que je peux lui donner des pièces de rechange? Est-ce que je peux la faire évoluer pour correspondre à des évolutions du matériau qu'il pourrait avoir, pour pas juste avoir à jeter la machine et à en reprendre une autre? Et si on arrive à cette étape-là de la durée de vie qui aboutit, est-ce que j'ai une fin de vie qui est la moins impactante possible? Est-ce que j'arrive bien à séparer les matériaux? Est-ce que je n'ai pas fait du soudage de différents composés qui sont pas sur le même procédé de recyclabilité, etc. pour penser à la fin de vie. Et en fait, c'est réellement cette notion-là de cycle de vie qui est important d'avoir la vision globale dès l'étape de conception, parce que 80% des impacts vont être figés à partir du moment où nos concepteurs vont réaliser ces premiers plans, ces premiers 3D sur leur ordinateur. Donc, avoir vraiment cette vision-là exhaustive du cycle de vie et de ne pas faire de transfert d'impact, de choisir des matériaux mais qui vont pénaliser la phase d'utilisation, complexifier la fin de vie, etc. D'avoir cette vision-là la plus éclairée possible pour être certain de faire les choix les plus durables. Voilà les grands fondamentaux, on va dire, de l'éco-conception. Dans une entreprise, pour tout projet, quand on veut se lancer dans l'éco-conception, j'aime bien résumer à ces 4 étapes clés qui sont très importantes pour être sûr de toujours aller dans la même direction. La première, c'est d'orienter la démarche. Orienter la démarche, vraiment, c'est ce côté boussole. Pourquoi je veux faire l'éco-conception? Est-ce que c'est un premier projet que je veux faire dans mon entreprise à usage interne pour sensibiliser les salariés, pour se donner un premier avis de mon produit? J'oriente ma démarche dans ce sens-là. Est-ce que je vais aller chercher un label? Parce que c'est quelque chose d'important pour mes consommateurs, pour mes investisseurs, etc., que je sois labellisé. Est-ce que je vais me comparer à la concurrence? Est-ce que du coup je dois préparer un dossier de presse inattaquable avec des revues de 3 regards, de pairs qui vont venir critiquer tous les livrables que je vais en faire? Donc voilà, le point commun à tout ça, c'est de dire qu'on va faire l'éco-conception. Par contre, la profondeur de l'analyse, la manière dont on va s'y prendre va être fondamentalement différente en fonction de l'intention que j'ai quand je déploie de l'éco-conception. Donc cette étape-là, c'est important de s'y pencher parce que chacune des étapes qui vont en découler vont être conditionnées par cette boussole-là qu'on s'est fixée en début de projet et du coup d'être réellement cohérent. Si on commence en se disant c'est pour voir, c'est pour sensibiliser mes collègues, mes salariés à démarcher l'éco-conception, mais qu'à la fin je vais me comparer à la concurrence, il va y avoir des choses à rattraper qui vont pénaliser finalement le projet. Orienter la démarche, c'est expliquer clairement quelle est l'intention quand on se lance dans une étape d'éco-conception, dans une démarche d'éco-conception. L'évaluation environnementale, là on peut tout y mettre, ça dépendra réellement de l'intention qu'on avait pu avoir. Est-ce que je vais évaluer uniquement en faisant un bilan carbone? Est-ce que je vais regarder ma note sur ma note de recyclabilité? Ça, vous le voyez maintenant sur les téléphones, les ordinateurs. Je ne parlais que maintenabilité, et donc du coup, je vais regarder que cette note-là. Donc, évaluer ce qui nous semble le plus pertinent, parce que l'éco-conception, c'est un sujet très large. Il faut vraiment avoir les idées claires sur ce qu'on veut évaluer, ou sinon se dire qu'on veut être global. Et là, on peut faire des analyses de cycle de vie simplifiées, complexes, pour regarder tout l'impact environnemental quand on veut faire quelque chose de plus large. Donc l'évaluation environnementale, ça va être ciblé sur un type d'analyse en particulier, et puis sur, on va dire, un produit dans un état donné, en version A. On va lui donner une note qui sera référente et qui sera l'état de base dans la version originelle, on va dire, du produit. Ensuite, on va rentrer dans le côté on fait l'éco-conception avec l'amélioration environnementale. Là, on va changer les choses. On va avoir cette note initiale qui va nous dire voilà l'état actuel, voilà les contributeurs principaux qui font que la note est ce qu'elle est. Et par rapport à la démarche qu'on va avoir, par rapport au gain, la cible qu'on s'était donnée, on va améliorer le produit. On va améliorer les matériaux, par exemple. Si c'est le point sur lequel on veut faire un focus et qui est bien en phase avec les contributeurs qui avaient été identifiés.
On va peut-être changer le sourcing, les zones géographiques, la manière de la stratégie globale d'achat. On va peut-être faire un focus sur l'efficience énergétique, parce que c'est quelque chose aussi qui est beaucoup regardé par les clients, qu'ils soient industriels ou qu'ils soient des particuliers. Est-ce que j'ai bien diminué le rendement énergétique, l'électricité, etc. de mon produit? Et donc là, on va réellement faire des modifications sur le produit ou tout ce qui s'y apparente sur la totalité de son cycle de vie. La dernière étape, la communication, donc dans cette partie à la fin du 3 au début de 4, il va aussi y avoir cette étape clé qui va être mon produit a évolué, mon projet a évolué, je refais les mêmes évaluations environnementales pour regarder maintenant dans la version B, quels sont les écarts, ce sur quoi je me suis améliorée, pas améliorée, pour pouvoir, in fine, communiquer sur la démarche, sur les bienfaits, sur les changements qu'il y a pu y avoir entre un produit A et un produit B. Donc c'est souvent là où on voit sur nos bouteilles de shampoing 30% de plastique de moins par rapport à la version d'avant. Donc c'est là d'aller jusqu'à la continuité, de mettre en avant finalement les bienfaits qui ont été faits en lien avec ce qui a été réellement regardé et pouvoir communiquer sur la démarche qu'on a pu avoir. Et là, soit pour se dire que c'est un projet en interne et on a fait voilà sont les résultats, jusqu'au dossier de presse hyper complet, 45 pages, critiquable par tout expert du domaine, pour ancrer finalement les changements qui ont pu être faits pour améliorer l'impact environnemental. Donc je vous l'ai fait en hyper condensé. Ces projets-là, ça peut être des projets d'innovation, du R&D qui peuvent prendre des années finalement pour parler de voilà ma démarche, voilà mon intention. Une phrase anodine qui peut être je veux augmenter le taux de matériaux recyclables dans mon produit. On peut le faire sur des bouteilles de shampoing, on peut le faire sur des pneus, par exemple c'est ce que fait également l'entreprise dans laquelle je travaille, augmenter le taux de matières premières recyclées. Et bien là on part sur des années de R&D, de mise au point, de procédés, etc. pour pouvoir, avant d'atteindre cette dernière étape de communication. Donc c'est vraiment quelque chose de transverse à l'entreprise, de pouvoir avoir une démarche cohérente pour prendre en compte l'intégration des impacts environnementaux quand on met à disposition un produit ou un service. Donc, en guise de conclusion, et après, si vous avez des questions, on pourra y répondre, c'était vraiment dans cette démarche-là l'éco-conception est réellement un moyen spécifique, un moyen précis sur lequel on va se focaliser ce matin qui apporte une réponse à une démarche plus globale qui touche une entreprise, une société, les corps aussi, des enseignants, etc. C'est prendre en compte la RSE, c'est-à-dire le développement durable, les enjeux de toute activité que mènera une entreprise demain doit se faire dans le respect des personnes, dans le respect de l'environnement, dans un cadre financier évidemment qui est celui qui est dans notre société, mais qui doit être durable. Et donc l'impact environnemental doit être pris en compte, mais réellement à toutes les strates. Là, tout ce que je vous ai présenté, c'est un peu dans le regard de je suis ingénieur, j'impacte sur la conception de tel produit, de tel ordinateur, c'est moi qui décide de la CAO. Mais ensuite, il faut qu'il y ait des choses cohérentes avec ce que la direction a mis en place comme cadre, ce que le marketing va bien, est-ce qu'il a bien compris les enjeux, est-ce qu'il va bien aller jusqu'au dernier effort de faire comprendre aux consommateurs qu'est-ce qui a été fait. Donc c'est vraiment quelque chose de global et chacune des strates de l'entreprise doit être animée dans cette démarche-là de comprendre les enjeux, de mettre dans les mains du consommateur un produit qui se voudra durable et que chaque maillon de l'entreprise ait bien fait son périmètre d'action sur sa manière d'acheter, sa manière de communiquer auprès du client, sa manière de concevoir, etc. Voilà, donc c'était l'introduction, la conclusion qui se fait assez globale sur cette nécessité-là finalement d'évolution du cadre dans lequel le concepteur, l'ingénieur pourra faire finalement une mission qui se voudra cohérente pour aller jusqu'à une communication et un changement global auprès des consommateurs. Voilà, c'était tout pour moi. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'étais extrêmement claire? Est-ce que vous voulez nous dire
dire un peu ce que vous faites chez Michelin, quels est le procédé, les résultats que vous avez actuellement? Vous pouvez expliquer? Oui, alors je vais présenter les choses avec deux facettes. La première, elle est plus, on va dire, plus centrée sur l'impact que j'ai concrètement. Je travaille dans une filiale qui industrialise et réalise des moyens de production de pneus. Donc, notre filiale, c'est vraiment sur la partie procédé, Michelin vend des pneus, et moi, je travaille dans la filiale qui met à disposition des moyens de production. Donc, dans ce scope-là, on a également, en fait, je reprends le slide juste avant, celui-ci. Du côté Michelin, en fait, si on imagine le pneu, donc il y a les matériaux qui sont nécessaires, plus de 100, une centaine, 200 matériaux différents pour faire un pneu. Moi, je travaille ici, dans cette étape-là, qui est en fait la partie fabrication, donc les moyens de production, de mettre les matériaux dans la forme dont on a bien envie qu'ils soient, pour qu'ils soient finalement sur notre voiture. Moi, je fais aussi de la partie éco-conception sur cette partie procédé. C'est-à-dire de se poser la question il y a un équipement qui existe en version A, il y a des enjeux de réduction des émissions de nos usines, comme toute entreprise actuellement. Michelin fait également partie d'avoir des ambitions fortes sur la réduction de ces émissions sur ces sites industriels. Et on se pose la question qu'il y a un équipement A, on en a besoin, comment est-ce qu'on le transforme en version B pour diminuer les impacts. Donc c'est l'éco-conception sur la partie réellement sur la partie fabrication. Donc ça, c'est ce que je fais pour le groupe. Et en fait, chez Start2Prod, on a aussi comme mission d'industrialiser toute innovation de start-up, de PME, de TI qui n'ont rien à voir avec Michelin, qui n'ont rien à voir avec le pneu, mais qui ont des enjeux d'industrialisation. Et là aussi, pareil, on propose des prestations d'ajouter cette regard-là d'impact environnemental aux industrialisations qu'on peut proposer. Donc là, on fait des analyses de cycle de vie, des diagnostics, des évolutions du produit pour pouvoir diminuer les impacts-là qui sont plutôt sur des innovations. Donc ça, on va dire, c'est sur mon activité quotidienne. Et après, dans le groupe Michelin, donc je ne vais pas rentrer tout dans le détail, c'est assez complexe, mais il y a toute une démarche, une stratégie qui est assez forte, avec des indicateurs clairement posés, pour dire, là par contre, sur le produit qui est le pneu, quels sont les leviers pour venir diminuer les impacts avec l'intégration de matériaux durables, de matières premières recyclées, des usines qui vont être neutres carbone à horizon 2050, etc. Et aussi ce travail-là très ambitieux qui est qu'est-ce qui se passe sur la fin de vie des produits qui sont en fin de vie, qui sont à mettre à la déchetterie. Donc comment est-ce que j'arrive à les réutiliser ou à les détruire pour les réintégrer en matière première recyclée. Donc là, c'est la vision plus globale qu'a l'entreprise, mais un exemple concret qui est pour avoir une activité qui se veut durable, donc du coup une stratégie claire qui est établie, qui ensuite va déperler dans les différents services qui est ce grand groupe mondial, mais où chaque salarié contribue à faire en sorte que pour nos produits, on diminue l'impact environnemental. Oui. Pas trop comment poser la question, mais il y a beaucoup de savoir-faire, mais c'est le faire savoir qui m'intéresse. Dans cette question, est-ce que les pneus éco-conçus se vendent mieux? Comment est-ce que le public est au courant et prend en compte toute cette démarche? Alors c'est un bon point. Donc là, c'est plutôt, on va dire, destiné à Michelin. Je n'ai pas forcément tous les éléments de réponse, mais il y a les premiers que je peux apporter. En fait, c'est quand on veut faire savoir aux consommateurs qu'on est dans cette démarche-là d'éco-conception, un des premiers points très importants dans cette partie communication, qui serait la quatrième, c'est de faire des communications qui soient en phase avec les impacts réels du produit. Là, c'est quelque chose qui est réglementé, par exemple. C'est si mon produit, quand j'ai fait cette analyse-là, je vois que le point douloureux, c'est les matières premières, je ne vais pas dire, au fait, je le distribue avec une flotte de camions CO2. Donc, c'est très important d'avoir une communication qui soit en phase avec les réels contributeurs d'impact. Là, sur le cas précis du pneu, le principal contributeur d'impact, ça va être dans sa phase d'utilisation, parce qu'on a tous besoin de carburant, pour l'instant fossile, pour faire avancer nos voitures. Donc, le contributeur principal pour un pneu, ça va être finalement la consommation de carburant. Avec notre regard d'ingénieur, c'est la résistance au mouvement sur la partie vent du mouvement. Donc,
depuis plusieurs années, c'était la date que mentionnait Marie tout à l'heure, c'est cette notion-là, on l'entend, le energy saver, de le pneu Michelin qui a été fait depuis plusieurs années, qui est en fait dans cette notion-là de ça vous fait économiser du carburant. Actuellement, là, le consommateur, où il y a encore 5, 10, 15 ans, il regardait combien ça lui coûtait d'acheter des pneus et combien, à la limite, ça lui coûtait de mettre du carburant à l'intérieur de son véhicule chaque semaine, chaque mois. Donc ces arguments-là, en fait, ils sont toujours actuels. C'est avant, on le présentait sur Energy Saver, effectivement, on économise de l'énergie, mais maintenant on sait que économiser de l'énergie, c'est pas que ça, c'est aussi ça. Et donc, dans actuellement, les produits qui sont mis sur le marché, le dernier qui est sorti, et là où je vous parle du dossier 13 de 45 pages, et sur ce cas précis-là, c'est pour expliquer qu'à partir du moment où on a besoin des matériaux et en sortie d'usine, on a diminué l'impact de X%. Donc, il y a déjà cette notion-là de communiquer sur jusque-là, regardez tout le travail que j'ai pu faire, parce que c'est ce que je maîtrise, c'est vraiment les processus, les salariés Michelin. Ici, c'est l'usage que vous en faites. Mais par contre, beaucoup de R&D, beaucoup de changements qui sont aussi faits pour diminuer la consommation, diminuer les frottements qu'on a quand on doit faire 10 km, c'est quoi le mesure qu'on a, parce qu'on va augmenter la durée de vie, parce qu'on va diminuer la consommation de carburant, etc. Donc là, sur ce cas précis que vous mentionnez, c'est finalement comment rendre au courant le consommateur. Déjà, la ligne guide à respecter, c'est communiquer sur ce quoi il y a réellement les impacts, là-bas dans la phase d'utilisation, et ensuite donner l'information au consommateur et qu'elle soit la plus éclairée possible, la plus globale possible. On vous fait diminuer le carburant et on a une durée de vie qui est supérieure. Donc ça, c'est quelque chose qui a un réel impact environnemental et de sensibiliser, expliquer les différents consommateurs qui vont choisir entre un produit A et un produit B avec ce triptyque-là. C'est assez compliqué. Merci. J'avais une question qui est sans doute un peu liée. Comment est-ce que se fait l'arbitrage ou l'équilibrage entre la question du coût et la question de l'environnement? Je suppose que c'est un coût. Est-ce que le coût, il y a le coût de l'analyse, mais après le coût sur la fabrication du produit, est-ce que le coût est porté par le consommateur ou est-ce que ça peut être mixte ou est-ce que parfois ça peut être moins cher à produire? Alors, il y a deux réponses que je vais apporter. La première, c'est que je ne veux pas faire de généralité, ça va dépendre finalement au cas concret. Mais la deuxième réponse, c'est tout le monde se pose cette question. Donc, il y a des études qui ont été faites pour regarder finalement c'est quoi le coût de l'éco-conception. Globalement, on voit de la profitabilité pour l'entreprise parce qu'il faut avoir en tête que quand on regarde ce qui a un impact environnemental, ça va être les matériaux qu'on choisit. Les matériaux qu'on choisit, ils sont chers parce qu'ils sont souvent parce qu'ils sont. Il y a un lien environnemental fort, un impact environnemental fort qui mène à ce coût-là. Il y a différentes étapes du procédé de fabrication, c'est compliqué d'extraire, par exemple si je prends de l'aluminium primaire ou de l'aluminium secondaire. Donc il y a souvent une causalité entre qui est vecteur de coût sur les matières premières. Est-ce que c'est un procédé d'obtention qui est compliqué, qui est énergivore? Est-ce qu'on doit faire de la fonderie, de l'usinage? J'ai 10 passes d'usinage à faire pour avoir cette pièce-là, donc c'est pour ça qu'elle coûte 150 €. Ok. Donc, à la fois c'est vecteur de coût, à la fois c'est vecteur d'impact environnemental. Je viens simplifier, je viens revoir la conception, et souvent ça va de pair. Je viens gagner en sobriété, je viens gagner en technicité, finalement sur le procédé qu'il va y avoir ici. Je veux diminuer mes étapes de distribution, ça me fait moins de coûts fixes, sur les coûts de transport. Je veux avoir je veux gagner en efficience énergétique, donc là ça me parle. Donc souvent, les deux ne sont pas incompatibles. D'aller chercher du coût et l'impact environnemental, à quelques exceptions près, je veux vous dire, si vous passez de tout métal à tout plastique, peut-être. Mais voilà, il peut y avoir ces cas-là dans lesquels il faut justement trouver un bon compromis entre les deux. Donc il peut y avoir ces cas extrêmes où tout ce que je viens de dire est cassé, mais en fait, souvent, ça va de pair. Donc on parle souvent de les freins que je vois dans l'investissement, par exemple quand on accompagne les startups, c'est l'investissement nécessaire pour faire ces différentes étapes, se poser, avoir les bons experts autour de soi, les bonnes personnes formées, staffées dans l'entreprise, pour pouvoir orienter la démarche, faire l'évaluation, etc. Donc c'est l'investissement nécessaire pour mettre en œuvre, mais au final, sur le prix du produit,
C'est souvent... Selon vous, quelles sont les compétences clés que vous mettez derrière vos démarches d'éco-conception, enfin, ou plutôt quelles sont les compétences que vous avez pu acquérir au fil des années? Alors, je pense que la prochaine aussi intervention C'est la permettra de... transition, alors. Ouais, c'est ça, de regarder quelles sont les compétences clés. Pour le cas précis, je laisserai Paul mettre plus de contenu là-dessus. Le seul point commun que je vois avec toutes les personnes avec qui je peux travailler, c'est la motivation. La motivation, comprendre les enjeux, que ça fasse réellement sens à l'activité que chaque individu doit le faire. Quand on est contraint, quand on va dire à un concepteur qui avait déjà du mal à regarder les enjeux du chef de projet qui vous demandait de rendre son étude dans 15 jours, quand on lui dit je te rajoute l'environnement, ok, je ne suis pas motivée, il y a la notion de compétence, et en fait, je vais répondre extrêmement là-dessus. Quand on dit on va regarder l'environnement, merci, ça fait sens, je comprends plus, ça fait plus sens pour mon activité, et donc là on a un engagement qui est plus fort. Donc au-delà des compétences techniques sur lesquelles il existe des formations, il existe tout l'aspect pédagogique, les entreprises se transforment pour pouvoir aligner tout ça. Donc moi personnellement c'est ce que j'ai pu avoir, tout un tas de formations, et plus largement c'est la motivation et le sens qui est donné pour pas remettre en cause le fait d'être dans l'industrie. Je vais être dans l'innovation, je vais être dans l'industrie. L'industrie a un gros impact environnemental. Je me forme pour répondre à ça, mais en tout cas, je suis motivée de contribuer à cette transformation-là qui est nécessaire. Merci. Toute transition faite alors? Pas mal. Je vous laisse faire du coup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bah non, là, du coup, Oui. Du coup, moi je m'appelle Paul Colomba, je suis directeur de Strat, qui est une école de design qui fêtera ses 30 ans en septembre. On a ouvert il y a 4 ans, bientôt 5, un campus à Lyon, parce que historiquement Strat c'est une école de design qui est basée à Paris. On a 3 campus maintenant, et le campus lyonnais est le plus récent, on est basé à Confluence. On est en plein dans notre milieu, je ne sais pas si vous êtes allé à Confluence récemment, mais ça bouge beaucoup. Et il y a énormément de sujets liés à l'éco-conception là-bas. Il y a notre voisin direct, c'est la plus haute tour structure bois d'Europe, qui est définitivement sortie de terre. On parle quand même de 16 étages, dont 12 entièrement en structure bois, avec une colonne vertébrale en béton évidemment. Donc voilà, on est en plein dans le sujet. Nos étudiants et nos étudiantes sont baignés à Confluence par cette thématique. Et nous, en fait, on n'a pas le choix de travailler avec nos étudiants sur le sujet de l'éco-conception, parce que nos étudiants et nos étudiantes sont de plus en plus engagés, militants, et on anticipe bientôt, dans les 2-3 années qui viennent, d'avoir une population d'étudiants qui va carrément être radicalisée. Je ne le dis pas péjorativement, c'est bon signe, mais en fait, on se rend compte qu'on a carrément plus le choix. Donc, on n'a pas le droit d'être rabougris sur le sujet. On est de toute manière obligé de les suivre, parce qu'on sait pertinemment que sinon on sera plus cohérent par rapport aux attentes et aux convictions de nos étudiants. C'est assez simple de faire ce constat. Moi j'ai fait Strat entre 2012 et 2017, donc j'ai découvert Strat il y a une dizaine d'années, une belle dizaine d'années maintenant, et à l'époque le discours n'était pas le même. À l'époque on délivrait un diplôme de designer industriel. Et le mot industrie était extrêmement fort et il évoquait, on va dire, à l'époque, la lourdeur de la production. On nous vendait des séries, des grosses séries. C'est le design produit qui était extrêmement puissant à l'époque. Quand on parle de produits, on parle de tous ce que j'appelle les objets super normaux. C'est les choses qu'on voit tellement qu'on ne les voit plus. Donc ça va être notre distributeur de gel alcoolique, tous nos stylos, notre sèche-cheveux, notre rasoir, ça va être notre bouilloire, enfin voilà, tous les objets du quotidien qu'on ne voit plus, qui sont principalement faits justement en plastique et en polymère. Et c'est à l'époque, c'était ce qui prédominait dans la formation. Et en fait, en moins de 10 ans, ça a vraiment basculé. Je
je pense que le mot est bien choisi. La maquette pédagogique et les contenus, ils ont évolué pendant mes études. Et là, si on faisait une photographie de ce que j'ai appris en 2012 en première année à Strat et de ce qu'on apprend maintenant à nos premières années, on n'a pas les mêmes écoles en fait. Donc, dans tous les cas, il y a eu un changement naturel qui s'est opéré au fur et à mesure des années. On ne peut pas faire basculer une maquette pédagogique d'une année à l'autre. Il y a une cohérence, un fil rouge à tenir. Et puis notre diplôme, il est visé par l'État. Donc on est gendarmé, on va dire, sur le contenu et leur évolution. Donc on fait les choses progressivement. Et c'est l'avantage d'être une école privée. On a quand même la main sur ce qu'on dispense à nos étudiants et à nos étudiantes. Donc ça permet, année après année, de faire évoluer notre maquette. Et justement, au sujet de la maquette, l'éco-conception, elle a une place assez intéressante. Strat, c'est une école qui forme ses étudiants et ses étudiantes en 5 ans. On récupère la plupart de notre population après le bac. Donc on est sur des personnes qui ont entre 17 et 18 ans. L'imaginaire qu'ils et elles ont du design, c'est les objets que je vous ai cités avant. C'est du design produit à l'ancienne, entre guillemets. Je ne fais pas de manière péjorative, mais ça a tellement évolué depuis que la famille du design s'est diversifiée. Et donc en fait, dès la première année, on va leur montrer que le design n'est pas que du design produit, et le design produit n'est pas que de la grosse série, ça va au-delà. On a de l'édition, on a du studio, on a du réemploi. Et donc les 2 premières notions qu'on va leur inculquer, et donc merci pour la transition, ça va être de refuser et de réduire. Sur les 600 et quelques heures de cours que nos premières années vont avoir à Strat, on a un bon 10 à 15% d'heures de cours qui est vraiment dédié à ces thématiques-là. Donc refuser et réduire. On a à Strat Lyon, comme à Strat Paris, on a des gros ateliers avec des machines qui sont similaires à celles qui sont derrière vous. On a un gros parc de machines industrielles de 800 mètres carrés à peu près. Et en fait, on les forme au niveau de la sécurité et des usages. Et la deuxième chose qu'on leur apprend après ne pas se couper une main, c'est ne pas utiliser de matière. C'est utiliser les chutes, utiliser les rebuts, utiliser ce qu'ils ont autour d'eux. On a à disposition pour eux, évidemment, des plaques de MDF, de bois brut, d'agglomérés, de PMMA. On a des bobines de fil pour faire de l'impression 3D, etc. On a tout ça, mais on va leur apprendre à ne pas l'utiliser. On va leur apprendre en fait, à refuser, justement, pour pouvoir ensuite réduire. C'est les bases. C'est comme cette légende qui dit que pour être un maître pongiste, il faut commencer par ne pas utiliser de raquettes. Nous, on leur dit qu'il ne faut pas utiliser les ateliers, en tout cas pas comme ils l'avaient imaginé en première année. Puis on va avoir une montée en puissance progressive. En deuxième année, on commence à leur inculquer des notions de réparation. Donc là, on passe en première année de matières premières, de matières brutes, qui vont commencer à usiner, à des objets, des choses, des concepts déjà réalisés et qu'il va falloir progressivement remanier parce qu'ils ont vécu, ils ont subi et ils doivent revivre. Donc on apprend à nos étudiants à mettre des béquilles à ces objets et pas que, c'est pas que des objets. Donc ça c'est une étape qui est assez compliquée pour eux. Ils ont un peu du mal à se dire que le design c'est pas que du neuf, qu'il faut que ce soit aussi des choses qui existent et qui sont pas aussi belles que ce qu'ils avaient dans la tête. Mais c'est le moment où il y a une vraie prise de maturité. Donc là on commence à pousser au niveau des volumes horaires et du discours, ces 3 notions-là en simultané. La maquette pédagogique de Strat et le cursus qu'on propose veut qu'en première et en deuxième année, on est sur un tronc commun. Tous nos étudiants ont les mêmes cours, et en troisième année, ils vont se spécialiser. Ils vont choisir une filière qui va les suivre jusqu'à la 5e année. Donc ils ont le choix entre design produit, design d'espace, design d'interaction et design d'identité. Et là, selon la filière, on va commencer à leur apprendre à réutiliser avec les projets qu'ils ont déjà pu réaliser en première et en deuxième année. Donc on leur fait faire des redites de leurs projets au moment où ils sont arrivés à Strat et on leur dit maintenant que tu as ces quelques centaines d'heures en éco-conception comment est-ce que tu revisiterais tes propres projets? Comment tu réinjecterais en fait ces nouvelles notions qu'on t'a inculquées? Et donc il y a au sein même de leur projet du réemploi. On leur demande de refaire de l'existant et de ne pas faire que du neuf. Donc c'est toujours très mal vécu les 2 premières semaines, parce qu'il y a une volonté de voir des nouveaux projets, c'est aussi le métier de designer qui fait ça. Et puis finalement, ils arrivent à atterrir sur des choses extrêmement intéressantes et on voit que les projets prennent en maturité. Et puis au-delà d'être non vélocentré, parce que les 2 premières années, il y a un vrai entre-soi, on les berce, on les protège de ce qui se passe à l'extérieur, le temps de leur apprendre les outils et les méthodes.
En troisième année, ils commencent à être confrontés au monde de l'entreprise, parce qu'en fait, on va les mettre en face de ce qu'on appelle des projets de partenariat, avec des vrais interlocuteurs. Ben, on l'a vu avec vous notamment. Donc, leur interlocuteur principal, c'est plus Strat, c'est plus leur école, c'est plus leurs intervenants et intervenantes. C'est un partenaire extérieur qui vient avec un vrai cahier des charges, avec des vrais gens en face qui ont des vrais besoins, et ça va être à eux d'y répondre avec, au début, en troisième année, les moyens du bord. Donc ça, c'est assez intéressant parce que dans l'approche, on va évidemment leur apprendre à anticiper, et on commence à leur inculquer des notions d'écosystème qu'on renforcera par la suite. Parce que dans l'éco-conception, il y a vraiment deux termes qu'on voit avec eux. Il y a effectivement cette notion d'écologie, donc là on va parler notamment matière, mais il y a une vraie puissance dans le discours qui leur est porté sur ce que nous on appelle vulgairement l'éco-systémique, c'est-à-dire chaque projet s'inscrit dans un tout, et ce tout en fait il est infini, on pourrait aller aussi loin qu'on veut si on avait un temps qui était infini. À vous, en quelques semaines ou en quelques mois, de dessiner le périmètre de cet écosystème de votre projet. Donc si vous dessinez une chaise, pour prendre l'exemple le plus simple en design produit, d'où vient la matière certes, mais surtout d'où vient le besoin. Pourquoi est-ce que vous voulez que les gens s'assoient? C'est quoi l'intérêt? Pourquoi à un moment dans leur vie ils vont avoir besoin de s'asseoir? Où est-ce qu'ils sont quand ils s'assoient? Et donc là, ce lieu-là, vous devez passer autant de temps à le penser et à l'anticiper que la chaise elle-même. Parce que si vous vous concentrez sur la chaise, sur sa conception, le écho là-dedans, il va disparaître automatiquement. Et ça, c'est un discours qu'on tient dès la troisième année. Alors c'est dur au début, honnêtement, et je ne dis pas ça pour les infantiliser, on s'en rend compte, c'est assez compliqué d'apprécier le périmètre de ces sujets, parce que c'est extrêmement vaste, hein, on peut aller au fait aussi loin qu'on veut. Si on avait un temps infini, on pourrait faire une cartographie gigantesque. Mais on commence à leur apporter ces notions. Parce qu'en quatrième année, ce qui se passe, c'est qu'on va vraiment amener de la diversité dans notre maquette pédagogique et dans les projets, dans les briefs qu'on leur soumet. Parce que là, on passe sur des partenariats qu'on appelle encore aujourd'hui, parce que l'historique nous suit, mais des partenariats industriels, où là, on a je vous en parlerai juste après, on a des très grosses entreprises qui viennent nous voir avec des sujets qu'ils n'arrivent pas à résoudre en interne, et on leur propose un format similaire à ce que fait un studio de design, à ce que fait une agence, avec tout le pipeline de gestion d'un projet, du début à la fin. Et ça, on le fait sur un semestre. Et donc forcément, là-dessus, il faut absolument commencer par la cartographie de l'écosystème, du brief, du projet, du sujet qui est amené par l'entreprise. Pas de cartographie, on est à peu près sûr de tirer à côté et de proposer une solution qui sera tout sauf pertinente. C'est évidemment ce qu'on veut éviter de faire quand on a des partenaires réels en face de nous. Et donc là, en plus, on va amener la notion de recyclage, dont je vous parlerai aussi juste après. Et puis en cinquième année, on va avoir deux nouvelles notions qui arrivent, avec toujours cette montée en puissance dans le volume horaire qui est dédié à l'éco-conception au sens large du terme tel que je vous l'ai présenté. Il va y avoir la refabrication qui est au-delà de la réutilisation du recyclage, parce qu'en fait on réinjecte dans des parcs industriels des objets existants. Alors c'est des techniques qui sont extrêmement lourdes et complexes à mettre en place, mais on leur dit, vous n'êtes pas obligé de partir de matières premières, de matières brutes, donc de zéro, pour utiliser des parcs industriels. Vous pouvez imprimer en 3D sur des choses existantes. Vous pouvez découper à la machine laser des objets, ou au jet d'eau, enfin bon, voilà, donc vous avez compris. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre de monter en puissance sur la complexité des briefs et donc des partenaires avec lesquels et sur lesquels on travaille. Et puis reconsidérer, ça c'est dans le prolongement de leurs études, on héberge à Strapion un master of Science qui s'appelle le MSc Anthropocène, qui est piloté par Alexandre Bonin, qui parle, il est porteur du sujet de la redirection écologique et surtout du renoncement. Et donc en fait, on dit à nos étudiants en cinquième année qu'il va falloir reconsidérer assez vite leur rôle dans la société en tant que designer. Là où avant on avait un rôle de fabricant et de producteur, on va avoir demain un rôle de réutilisateur, où il faudra quasiment faire uniquement avec l'existant, en tout cas pour une grosse partie de l'industrie et des sujets qu'un designer peut s'approprier ou auxquels il peut participer. Et évidemment, quand on nous a vendu il y a quelques années un monde dans lequel on pouvait beaucoup produire avec peu de conséquences, la désillusion pour certains et certaines, pas pour toute notre cohorte, elle peut être un petit peu violente. Donc on les accompagne là-dessus en leur expliquant que ce n'était pas une fin en soi,
qu'il n'y avait pas que ça. Il y a aussi encore la capacité de produire en brut, en partant de zéro. Mais on amène progressivement cette granularité. Donc ça, c'est la montée en puissance qu'on propose à nos étudiants. Et ça, c'est uniquement pour l'année 2022-2023, donc l'année écoulée, et l'année 2023-2024. Comme je vous le disais au début, on s'attend à une radicalisation progressive de nos étudiants, dans le bon sens du terme, donc ils nous challenge énormément là-dessus. Et donc forcément, au sein même de la maquette pédagogique et des heures qui seront des heures de cours et des heures de projet qui seront dispensées, on est nous obligés de monter en puissance et en compétence pour être sûr de proposer un accompagnement qui est adéquat par rapport à ce qu'eux attendent de leur avenir via leur formation. Ça s'illustre très simplement avec, il y a 3 ans, une fronde de la part d'étudiants qui ont refusé un projet de partenariat avec un industriel qui était d'après eux, je ne devrais pas le dire vu que c'est filmé, mais un faux cul dans son discours qui faisait clairement du greenwashing et dont les étudiants en fait, ne se sont pas présentés du tout. Donc ils ont littéralement séché. Ils sont mis en grève face à ce projet. Et il y a eu un vrai électrochoc dans les équipes à ce moment-là parce qu'on a compris le décalage qui était en train de se créer. Donc forcément, il a fallu rééquilibrer très rapidement pour s'assurer qu'on était pertinent et à l'écoute et en adéquation avec ce que nos étudiants projetaient de leurs études et de leur avenir, vu qu'ils vont être au service des autres. C'est clairement la définition en un tweet du métier de designer. Si on se parle un petit peu plus concrètement, si on se parle un petit peu plus concrètement, donc au sein de nos cours, on va avoir des notions théoriques, puis on va avoir des cas extrêmement concrets. Alors je ne vais pas parcourir avec vous l'entièreté du schéma de la conception, de l'éco-conception et du réemploi. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est l'exemple hyper concret du stand de salon professionnel. Vous avez trouvé un schéma très simple avec les parois en vert, là, couleur verte, pardon. Ça, c'est un stand assez classique de salon professionnel. En France, on aime beaucoup les salons professionnels, il y en a énormément. On est un des pays où il y a le plus de salons pro en Europe et dans le monde. Et naturellement, quand on pose la question à quelqu'un, ou notamment à un de nos étudiants, la question suivante, en quoi est-ce que tu ferais tes parois séparatrices de stand de salon? Il va répondre, en aggloméré ou en bois. Est-ce que c'est plus écolo? Et on va lui dire, t'es sûr? Et puis il va nous répondre oui, et puis du coup il va se tromper. Parce qu'en fait, quand on fait des comparatifs sur l'impact global, on peut aller dans le détail de l'impact, je peux vous en parler 2 minutes, entre du PET, donc un polymère, du MDF, donc un agrégat de bois, et du Dibond, donc 2 feuilles d'alu avec au centre un polymère, ce n'est pas forcément le MDF qui gagne à tous les coups. Il va gagner sur le mètre cube, mais il va clairement perdre sur le mètre carré. Et en fait, une paroi de stand, c'est une plaque, donc on parle en mètre carré, c'est pas un volume, donc on ne parle pas en mètre cube, et donc en fait, c'est pas du tout du MDF qu'il faudrait utiliser, quand on considère toutes les variables liées à l'éco-conception. Donc on va aussi en fait casser les clichés et les idées reçues. Le but, c'est pas de faire du tout bois, surtout sur ce sujet très précis. Je voulais absolument prendre cet exemple parce que chaque année, nos étudiants sont séchés de découvrir qu'il vaut mieux utiliser un polymère et un dérivé du plastique pour faire une paroi de stand plutôt qu'un dérivé du bois. Ils ne sont pas contents d'ailleurs, parce que pendant des années, ils ont cru que, et nous, on est là pour casser cet imaginaire-là. Donc ça fait aussi partie de notre maquette pédagogique. On n'est pas dans ce bois à tout prix et dans ces idées reçues. On va vraiment dans le détail avec des personnes qui sont des techniciens et des techniciennes des matériaux, qui est le pilier de l'éco-conception en design. C'est comment on source, qu'est-ce qu'on utilise, pour casser un petit peu les codes et les idées reçues et s'assurer de la pertinence du sourcing que nos étudiants et nos étudiantes vont effectuer. Après, voilà, donc, pour vraiment aller dans le concret du concret, là vous avez quelques photos de nos ateliers, donc le plateau de 800 m² qu'on a à Strapion. On leur fait faire toute l'année et tout niveau confondu, de la première à la 5e année. On va leur faire des workshops, des ateliers. Là, je vous ai mis quelques photos de ce qui s'est passé uniquement cette année. Donc, si je donne quelques exemples, ici et ici, on a un workshop où nos étudiants ont travaillé sur des chaises de designers et de designeuses connus. Et le but, c'était d'optimiser les matériaux qui avaient été utilisés pour concevoir ces chaises, qui, évidemment, parce qu'elles sont connues, ont été vendues à plusieurs milliers, voire millions d'exemplaires. Et donc, on leur a posé la question du comment est-ce que vous auriez fait, vous, sans dénaturer le design, pour optimiser le volet éco-conception. Donc, hyper intéressant parce qu'on leur a littéralement acheté les originaux pour qu'ils puissent les dépouiller, les étudier. Et
puis on leur a demandé de fabriquer autour, de fabriquer par-dessus, de réinventer pour s'assurer qu'on réduisait l'impact global et qu'on faisait monter la jauge de l'éco-conception. Ici et ici, c'était un workshop qui s'appelait justement Sublimer le rebut, je l'ai mis en titre, avec le collectif Sans Façon, qui est un groupement d'entrepreneurs, entrepreneuses et puis d'entreprises qui évoluent dans les textiles et les matières souples. On a travaillé avec Sans Façon, qui a animé ce workshop, qui a collecté avec nous des chutes de tissus de textiles, de bâches plastiques et polymères, pour proposer à nos étudiants justement de travailler uniquement avec l'équivalent des fruits moches dans le monde du textile. Donc c'est que des chutes et des pièces qui évidemment ne sont pas rectangulaires, sinon c'est pas drôle. Et donc on a des étudiants qui ont proposé un sac avec 3 fonctionnalités différentes. On a un groupe d'étudiantes qui a proposé une bâche de protection justement pour une partie de l'école qui était entièrement en pièces rapressées, mais avec des techniques d'assemblage qui rendent l'ensemble étanche. Donc voilà, et donc là évidemment on a les machines pour travailler ça. Et puis on a un dernier workshop qui est plutôt sur les photos du bas, où là l'objectif c'était de prototyper des micro-architectures viables, donc qu'on peut pratiquer. C'est pas de la décoration, c'est pas des sculptures, avec uniquement des matériaux de récupération. Alors là c'est des prototypes en bois évidemment, mais des matériaux de récupération issus des différents chantiers urbains et immobiliers de la Confluence. Donc on a pas mal de structures bois qui voient le jour. Le but, c'était de leur dire, bah voilà, demain, ces structures bois, elles ne sont pas pérennes, elles sont temporaires, le temps des chantiers. Si on arrive à les négocier, à les récupérer, qu'est-ce qu'on en fait autour de l'école et au sein de la Confluence? Comment est-ce qu'on vient peupler les espaces urbains, les places et les espaces verts? Donc ça, vraiment, hyper concrètement, là, après, on s'entoure de professionnels et d'intervenants et intervenantes qui viennent enseigner à côté de leur métier, donc qui connaissent leur sujet, et soit de manière très intense via des formats workshops, soit de manière plus diffuse avec des cours qui s'étalent à l'année, et ben on va inculquer toutes ces notions à nos étudiants et à nos étudiantes. Et je voulais terminer sur un exemple à nouveau hyper concret. Alors on est sous... Très rapide l'exemple. Très rapide. On est sous clause de confidentialité, donc je vous ai mis des dauphins qui tournent parce que j'ai pas de visuel malheureusement à vous montrer. Ça chatouille un peu l'œil comme ça. On vient de finir un projet avec Babola qui nous a confié des sacs de raquettes et qui nous a demandé d'optimiser tous les procédés d'assemblage et de fabrication pour derrière optimiser les transports et pouvoir en transporter plus pour livrer les magasins. Parce qu'aujourd'hui, les sacs de raquettes sont en fait semi-coqués, sont semi-rigides, donc c'est hyper compliqué d'en transporter beaucoup. Et Babola est extrêmement content et va donc en fait lancer la production des réalisations de nos 4e années là-dessus. C'est assez chouette, sachant que nos 4e années sont servis de tous les savoir-faire appris via le workshop Sublimer le rebut. C'est cool de voir la transformation immédiate sur une année de ce type de partenariat. Voilà, très rapidement. Merci. Avec plaisir. Merci. Touché, oui. Du coup, je suis Florian Berthelot, je suis cofondateur de F3DF. Donc F3DF, on est intégrateur 3D, c'est-à-dire qu'on va amener auprès d'entreprises des solutions de conception, des solutions de fabrication, principalement des outils de CAO et de fabrication additive comme l'impression 3D qui est derrière. Alors du coup, par rapport à ce qui a été présenté, nous on n'a pas affaire à des jeunes de 18 ans radicalisés, mais plutôt des personnes qui ont entre 30 et 50 ans, qui sont au cœur de leur activité, qui n'ont pas grandi avec les notions d'éco-conception, mais qui y sont confrontés aussi. Et nous, notre rôle, c'est d'amener des compétences pour leur permettre de continuer à travailler avec les innovations, les changements de société qui les entourent. Donc du coup, comment faire passer aussi ce message sur l'éco-conception? Eh bien, c'est aussi dans les outils qu'on met en place, les scénarios de formation qu'on leur propose, parce qu'on a principalement des dessinateurs, des concepteurs, des modeleurs 3D, des designers 3D, et on a essayé de les sensibiliser à l'éco-conception. Et pour ça, eh bien, on a été inspiré par des startups qui nous entourent. Alors, on a plein de startups qui aujourd'hui ont vraiment cet ADN-là de l'éco-conception. Alors, on avait plein en tête. On avait je pense à une startup qui fait un système de capsules à café fait pour durer toute une vie, pour remplacer les fameuses capsules Nespresso jetables.
et bien d'autres. Et on a été encore plus sensibilisé par une startup qui était pas très loin de chez nous, qui est un fabricant de vélos, qui s'appelle RevBike, qui est à Lyon. Donc, on s'est dit, en tant que Lyonnais, on va favoriser les Lyonnais en travail local. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'ils font un constat. Le vélo, c'est un secteur qui est en pleine explosion. Il y a une croissance énorme sur ce secteur-là. C'est vrai que c'est un nouveau moyen de déplacement, mais le produit en lui-même a aussi un certain nombre d'impacts qui peuvent être conséquents sur l'environnement. Notamment des chiffres que j'ai découverts, que m'ont partagé, et que je voulais vous partager. C'est plus de 1,2 million de vélos jetés chaque année. Et parmi les vélos qu'on achète, dans ce secteur a plus de 43% de croissance, ce sont beaucoup de cadres qui viennent en fait, qui ont voyagé, qui ont fait le tour du monde, qui viennent de Chine principalement, parce qu'ils sont plus rentables à produire et à importer aujourd'hui. Du coup, de ce constat-là, et animé par une passion de leur secteur d'activité, du vélo, ils ont décidé de revoir un peu qu'est-ce que pourrait être un vélo et comment on pourrait le produire en France, tout en étant encore rentable et pouvoir rester en France et produire. Et ils sont partis d'une idée assez simple, mais à mettre en œuvre, qui n'était pas forcément évidente à concevoir, c'était de faire un vélo modulaire. Donc là, l'astuce est toute bête, mais c'est de se dire qu'au lieu de faire un cadre complet, mécano-soudé qu'on importe, on va partir de tubes qui peuvent être produits en France et assemblés en France, tout en restant dans une logique locale et économiquement viable. Du coup, de ce concept de vélo modulaire, déjà l'idée était intéressante, mais ils sont allés encore plus loin et ils se sont dit, en termes d'usage, il y a un problème. Pourquoi on jette notre vélo? C'est pas parce que, peut-être pour certains ça peut être une lubie, on va changer de couleur, mais tout simplement parce qu'en fait on grandit dans nos usages. On peut être un enfant, avoir un vélo et puis changer au cours de sa vie. Mais on peut aussi se dire, je commence par un vélo musculaire parce que j'ai 20 ans et je veux rester en pleine forme, je veux montrer que je suis dynamique. Et puis petit à petit, on a peut-être besoin d'un vélo électrique et qui va me permettre de dire je vais aller plus loin, me permettre aussi de dire j'ai une forme physique qui me permet plus de faire du vélo comme avant, j'aimerais pouvoir être assisté électriquement, ou j'ai des enfants et j'ai besoin d'un vélo cargo, ou finalement mon vélo devient un outil professionnel et je veux transporter des choses avec. Donc toutes ces questions-là, ils se sont dit comment on pourrait faire évoluer en respectant les différents usages au cours d'une vie, et de faire un vélo qui va grandir avec mes besoins. Donc de pouvoir passer d'un vélo musculaire à un vélo électrique facilement, sans devoir en changer, parce que c'est vrai que l'investissement n'est pas le même quand on prend un vélo musculaire ou traditionnel, à passer un vélo électrique, même si on est aidé économiquement, on jette le précédent, en tout cas il reste dans un garage, et le suivant est racheté. Et ça, l'obsolescence, le renouvellement un peu abusif, tout ça c'est aussi un impact hyper important sur l'environnement. Donc ils se sont dit, là, on va accompagner nos clients dans le temps et leur permettre d'évoluer dans leur vélo. J'ai trouvé ça très intéressant. J'avais vu des vélos modulaires, j'avais des choses de ce type-là, mais alors là, ils ont poussé le concept un peu plus loin. Et on s'est dit, ça va être le futur scénario pour nos concepteurs. Ça tombait pile au moment où on nous a demandé de créer des contenus de formation pour les futurs champions, concepteurs de demain, à travers une compétition qui s'appelle les World Skills. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est la compétition des métiers dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est une compétition qui est incroyable. Et on a la chance de recevoir la finale nationale à Lyon, l'Eurexpo, cette année en septembre, et l'année prochaine, en 2024, la finale internationale. Tous les compétiteurs dans le monde entier, sur plein de disciplines, vont venir à Lyon. C'est le plus gros événement, je crois que Lyon a accueilli l'Eurexpo, pour concevoir des choses. Et c'est des gens qui ont entre 18 et 26 ans, qui vont être les futurs champions de la conception. Et on devait concevoir des modules pour les sensibiliser à la CAO. On s'est dit, là, on a quelque chose qui va matcher. On a créé une conception pour ces futurs champions, mais aussi pour tous nos collaborateurs d'entreprise qui veulent monter en compétence sur la CAO. Et à travers cet exemple, leur montrer que le designer a un rôle important dans la phase de conception, parce que les choix qui sont faits pour finalement partir du concept à la méthode d'industrialisation et au produit, au fichier 3D, et là on a un élément, un virage, un élément clé où on peut avoir un impact sur l'environnement dans ses choix de conception.
Alors, Vanille l'a soulevé, et Paul aussi, à travers toute la compétence qu'il faut avoir pour concevoir, les datas qu'il faut connaître pour se dire quel est le meilleur choix, finalement, de matériaux, la R&D, etc. Et toutes ces datas, c'est pas forcément évident quand on est face à un cahier des charges de se dire quel va être mon impact si je mets un module d'assemblage ou si je fais de la mécano-soudure. Quel va être derrière l'impact CO2 que je vais avoir. Donc du coup, c'est vrai que le concepteur a des enjeux à relever, et il y a plusieurs choses qui vont aller vers lui. Déjà, les besoins ont évolué. Il y a cette demande croissante des clients, des entreprises, de dire il faut faire de l'éco-conception. Ok, là, je suis designer, merci, voilà le projet, débrouille-toi un peu. Comment aussi, cette logique, et Vanille l'a soulevé aussi, c'est comment optimiser les procédés de fabrication. Ok, si je choisis tel ou tel procédé, l'usinage, la découpe, je vais aussi avoir des rebuts, je vais avoir un impact sur l'environnement, rien qu'en changeant de procédé pour la réalisation du projet. Et aussi, on est impacté par les changements, on va dire, de paradigme, en disant qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la comptabilité financière, il y a la comptabilité carbone qui va être à prendre en compte. Et que du coup, quelque part, si le designer se plante à un moment donné, dit je choisis tel thermoplastique plutôt qu'un autre, ça va peut-être faire changer la facture en termes de CO2. Donc tout ça, c'est un peu l'environnement dans lequel il baigne, et je me suis posé la question de qu'est-ce que proposait finalement l'outil de CAO dans lequel qu'on utilise tous les jours pour pouvoir nous aider à relever ces défis. Donc du coup, il y a quelques outils qui sont déjà en place, qui sont intéressants. On est en mesure aujourd'hui de simuler les procédés, de manière à se dire, aujourd'hui, voilà ma pièce. Si je suis dans un logiciel de CAO qui fait de la conception et qui fait de la fabrication intégrée, je vais pouvoir passer dans un simulateur, dire cette pièce, elle va être usinée avec un nombre de passes, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que ça va faire en termes d'impact? Et ça, je peux le simuler. Il faut déjà avoir quand même des connaissances en résistance des matériaux, en procédés, donc c'est quand même pas évident. Les logiciels commencent à être plus simples et à aider le concepteur à faire ça, à simuler le procédé qui va être utilisé. On a aussi des solutions sur les procédés pour pouvoir faire ce qu'on appelle du nesting, c'est-à-dire de pouvoir imaginer que je suis un menuisier et que je dois faire un certain nombre de tiroirs. Je vais dessiner les tiroirs en 3D, et l'outil de nesting va me dire, voilà, sur une planche de MDF, combien je vais pouvoir faire de tiroirs, en optimisant finalement le nombre de pièces et la quantité de déchets. Ça, c'est des choses qui sont possibles en CAO. C'est déjà intéressant. Et on a aussi des outils qu'on appelle d'optimisation topologique. Là, c'est encore un autre objectif, un des objectifs principaux, c'est de réduire le poids d'un objet. Alors ça impacte beaucoup les secteurs d'activité qu'on accompagne, ce qui fait décoller, rouler, voler. On imagine que chaque gramme en moins sur une voiture ou un avion, ça peut avoir un impact positif. Même si le produit en lui-même a un fort impact, on peut essayer de réduire. J'imagine que c'est une problématique chez Michelin, la quantité de matière. Si je peux faire une charnière de porte d'avion plus légère, mais qui répond au même cahier des charges, que la porte ne s'envole pas, je vais essayer de le faire. Donc ça, c'est des choses qui sont à disposition du concepteur, avec quand même une certaine difficulté et connaissances nécessaires. Alors, du coup, maintenant, j'ai essayé d'avoir, c'est un peu aussi une forme de conclusion, en tout cas une ouverture, c'est de se dire vers quoi on va et qu'est-ce que l'outil de CAO peut proposer. Donc, il y a des choses qui sont un peu futuristes, et puis d'autres qui sont futurs proches, et puis d'autres qui sont déjà effectives. Déjà, il y a ce qu'on appelle la conception générative. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver, de se développer. C'est une approche un peu différente. Je suis passé au Fab Lab tout à l'heure et j'ai vu une petite phrase vraiment intéressante, et je pense que ça pourrait résumer ce que c'est que la conception générative pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai vu la phrase marquée ne demandez pas à un designer de construire un pont, demandez-lui une solution pour traverser la rivière. Et j'ai trouvé ça super intéressant, parce que c'est vrai que souvent on va tête baissée, on dit on sait faire ça, on le fait. Et c'est d'avoir un regard où la machine, finalement l'intelligence artificielle, va pouvoir aider le concepteur. Comment? Le concepteur va donner son cahier des charges. Voilà, je veux aller d'un point A à un point B avec des appuis, etc. C'est l'exemple de Stark qui a conçu une chaise générative en disant finalement je ne veux pas faire une chaise,
pour rebondir sur ton exemple, Paul, je veux faire un système où on peut s'asseoir avec certaines contraintes. Il a donné ces éléments de contrainte, il a même précisé quel type de matériau il voulait utiliser. Et l'ordinateur a proposé, non pas une solution, mais plusieurs centaines de solutions. Et il pouvait la faire tourner à l'infini, avoir des milliers de solutions, basées sur des algorithmes de développement, finalement, basés sur le naturel, le développement osseux, le développement végétal, où là, cette intelligence artificielle, en fait, elle s'appuie sur des data, des données, des informations qu'on lui a proposées. Et le design génératif, c'est ça, c'est de pouvoir dire, bah, voilà mon cahier des charges, comment je peux le faire mieux, en tout cas, comment je peux le faire en réduisant peut-être l'impact, en respectant les contraintes données, en précisant peut-être le procédé qu'on a choisi, les matériaux. On lui donne toutes ces informations-là, mais on ne dessine pas directement la pièce. On le laisse proposer des designers. Et à partir de là, bah, soit on fait disparaître le métier de designer, ce qui pourrait inquiéter certains en disant, bah voilà, finalement l'ordinateur le fait, mais c'est plutôt de proposer une aide aux designers. Parce que là, on est face à des défis qui sont hyper importants à relever. On voit qu'il faut des datas incroyables. Finalement, quand on parle du sac à dos écologique, on peut remonter à la genèse et puis se dire, bah, avec toutes ces datas, comment je fais? Donc, il commence à avoir des outils qui permettent d'aller plus loin. Et là, c'est là où l'enjeu est énorme, c'est la mesure de l'impact carbone. Et là, pour un concepteur, c'est le vide intersidéral, parce que si je choisis finalement du bois en pensant que c'est la bonne solution et que c'est viable pour faire un panneau sur un salon, alors qu'en fait, c'était le médium ou le carton plume. Donc, quel va être pour moi l'impact, même si je suis déjà dans une démarche hyper engagée en disant, ok, je vais faire des pièces en fabrication additive parce que j'ai une petite quantité, je veux que ce soit résistant, je vais le faire en local, ok. Mais si je choisis un PA11 et un PA12, deux matériaux proposés par la même machine, quel va être l'impact carbone? Alors là, il y a une énergie qui est peut-être une matière qui vient d'une énergie fossile, d'autres d'une énergie agricole. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Là, c'est là où il commence à y avoir des choses qui existent. Des applis qui viennent se connecter au logiciel, des logiciels qui ont des bases de données, pour pouvoir dire, bah voilà, lorsque je choisis tel ou tel matériau, quelle va être un peu ma facture carbone. Ce qui est déjà un peu une piste. Et on n'en est qu'au début. On en est qu'au début, et c'est là où l'ouverture que je fais à la fin, c'est de voir quel pourrait être l'impact du machine learning sur cette démarche-là. C'est déjà des choses qui sont dans les bacs. On est beaucoup plus sensibilisé maintenant à voir que l'intelligence artificielle, elle n'est pas si loin de nous, grâce à des prompts type ChatGPT. Mais clairement, ce sont des outils qui ne sont pas suffisamment accessibles pour les designers aujourd'hui. Et c'est là, je pense, le défi des éditeurs et des startups qui se lancent dans l'intelligence artificielle pour pouvoir justement nous aider au quotidien à mieux relever les défis de l'impact environnemental. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça sera quelque chose qui sera dans un futur proche, en tout cas, je l'espère, au débat, parce qu'on peut ne pas espérer la présence de l'intelligence artificielle autour de nous. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à... Plus de la curiosité, les modules qui sont proposés pour septembre sont-ils accessibles au grand public ou pas? Alors, oui, tout à fait. Ce qu'on a fait, c'est que le module qu'on a développé sur l'éco-conception et la conception du modèle inspiré de Bref Bike sont aujourd'hui effectivement disponibles donc pour tous nos futurs champions. Ils vont être présents sur la chaîne YouTube de l'éditeur Autodesk. Et le module de e-learning est offert pour une durée limitée, mais pour pouvoir effectivement être sensibilisé à ces outils. Donc oui, c'est tout à fait possible de les utiliser, soit de manière complète mais limitée, soit sous format de playlist pour pouvoir découvrir ces thématiques. Ce module d'auto-formation, on le trouve via F3DF? Oui, tout à fait. Donc c'est nous, on a créé le module, aujourd'hui on le distribue. De manière complète, avec un scénario plus poussé à l'intérieur des entreprises, à travers la formation continue, donc via les plans personnels de formation, les plans de développement de compétences, mais aussi de manière plus ouverte, sur une version peut-être moins interactive, mais des playlists YouTube, qui sont aujourd'hui un des premiers moyens de se renseigner quand même, d'aller chercher des tutoriaux.
mais avec quand même une playlist qui donne un scénario un peu plus global pour aller dans la démarche de conception de bout en bout d'un vélo. Avec la phase conception, mais la phase aussi de fabrication, puisqu'il y a des modules sur l'usinage, l'impression 3D, pour pouvoir réfléchir finalement à la conception, comme je le disais, on parle d'outils de conception et de fabrication intégrés. On ne dissocie pas le travail du designer et le travail finalement du metteur au point ou de la personne qui va créer les programmes de machine. Par rapport à ce que vous disiez, je peux continuer. Oui, je pense un peu. Pour ce qui est des itérations, vous voyez comment vous intégrez dans le process pour qu'il y ait une problématique et puis des hypothèses pour essayer de trouver une solution intéressante. Alors, c'est effectivement le travail dans le design génératif. Le designer a un rôle hyper important, le chef de projet. C'est aussi son intention qui va jouer. La machine va faire des propositions, mais déjà dans le choix de départ, on peut très bien dire je veux que ce soit fait en usinage ou en fonderie. C'est déjà un des premiers choix qui peut avoir un impact sur l'ensemble de la pièce. Donc ça, c'est dans le logiciel, on va définir les procédés qu'on veut. On va pouvoir faire des propositions différentes rapidement. Là où, de manière traditionnelle, on va dessiner une pièce avec déjà un design guide, parce qu'on sait que la pièce va être injectée, ou usinée, ou fait en fabrication additive, et qu'après, c'est un parti pris qui va nous engager, va engager du temps, du travail, qui est difficile de revenir en arrière, ou en tout cas va faire prolonger le délai de livraison. Là, avec le design génératif, on va se permettre de pouvoir peut-être tester différentes pistes, et de se dire, là, je vais tester cette pièce pour une fabrication additive, donc en impression 3D, qui va peut-être avoir un impact hyper intéressant. On le voit ici là, sur la pièce qui est à côté, avec une morphologie très complexe, un poids qui peut être complètement revu, et un cahier des charges qui est tenu. Mais concrètement, industriellement, ça va être difficile de tenir une cadence et de tenir un volume. Donc ça peut être déjà une source d'inspiration, ou sur un proto, ou sur une quantité limitée. Mais on peut se dire, derrière, ça serait plus intéressant de faire de l'usinage, et on va déjà peut-être être inspiré par les autres technologies, peut-être alléger certains éléments, ce qu'on faisait de manière un peu traditionnelle, en renforçant ceinture bretelle pour être sûr que ça tienne, faire travailler les outils de simulation pour garantir que la contrainte est respectée, mais peut-être enlever plus de matière, ou en tout cas repenser les choses. Parce qu'enlever plus de matière en usinage, c'est aussi plus de rebut. Donc après, c'est tout aussi un équilibre à avoir. Et là, la personne qui est devant son ordinateur, à un moment donné, va donner aussi un impact avec les choix qu'il va faire de procédés, de matériaux. Et il va pouvoir déjà avoir une idée de la faisabilité des choses. Et ouvrir des pistes grâce au design génératif. Quitte à, après, repasser dessus en disant, même si ça tient aujourd'hui, si vous avez un véhicule avec des roues comme ça, peut-être ça vous fera peur. Et notre utilisateur n'est pas encore prêt à ce changement-là. Souvent aussi, des choses qui sont prises en considération. Est-ce que je suis prêt à m'asseoir sur une chaise qui est totalement faite avec des tissus sourcés? A priori, on tient le cahier des charges, mais est-ce que nos utilisateurs sont prêts à ça? Donc, c'est aussi la stratégie, ce qu'on dit au début. Quelle stratégie on choisit? Et du coup, il y a beau montrer une pièce qui a été imprimée en 3D, qui techniquement est beaucoup plus intéressante économiquement, c'est produit localement, mais la première remarque de l'utilisateur, parce qu'il n'y a pas que le designer, la bonne pensée des chefs de projet, il y a aussi l'utilisateur. Notre rôle, c'est de se dire, quand on voit la pièce et qu'on dit, ta surface, il ne me plaît pas trop, ça n'a pas l'air solide, et pourtant ça a été prouvé que ça fonctionne, non, c'est un peu bizarre, c'est un peu poudreux, c'est un peu les filaments, les traces de filaments, c'est pas très rassurant. Moi, j'ai été élevé dans des pièces injectées tous les jours. Donc là aussi, nous, en tant qu'utilisateur, on a une perception. Et c'est vrai qu'en termes de stratégie, parfois, on ne va pas aussi vite qu'on voudrait, parce qu'on essaye de tenir compte de retour des utilisateurs. C'est pour coupler les deux interventions. Est-ce que dans ce design génératif, il est possible d'insérer des pièces de réemploi pour voir comment est-ce qu'elles pourraient tenir dans le cadre du projet? Alors, je dirais que ça ne va pas aussi loin, le design génératif. Par contre, on peut déjà rentrer des matières
recycler. Donc, dire, est-ce que je choisis un PETG brut ou un PETG recyclé? J'ai les datas du fabricant, je peux effectivement les rentrer dans mon logiciel et effectivement vérifier que, il y a la même tenue, que l'impact en termes de coût sera le même. C'est vrai qu'il y a un point qui ne rentre pas en considération et qui, les logiciels peuvent être performants, et c'est vrai que la réflexion sur les usages, c'est pour ça que l'exemple du vélo modulaire est intéressant, c'est que si je fais un produit qui a un meilleur impact environnemental, et c'est un produit qui a finalement une très courte durée, par son obsolescence ou par son utilité, c'est dommage. Donc, je peux faire un super vélo, mais si je sais que ce vélo-là, il va être jeté parce qu'il ne correspond plus aux usages d'aujourd'hui ou de demain, c'est dommage. Donc c'est vrai que là, la réflexion du designer ou des personnes qui conçoivent les projets, c'est difficile pour l'instant de la remplacer, même si on pourrait suggérer des choses. On pourrait imaginer que les choses ont été prouvées, qu'on peut intégrer des éléments recyclés, refabriqués. Voilà. Dans le domaine du bâtiment, si on fait le parallèle, il y a déjà des outils qui sont très performants aussi, ou en tout cas des démarches qui sont très intéressantes, qui peuvent être inspirantes, notamment avec le BIM, Building Information Modeling ou Management, qui en fait est une nouvelle norme aussi, c'est-à-dire qu'un bâtiment, je le construis, il y a des matériaux utilisés, il y a plein de choses. On va réfléchir en 3D, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, le BIM, c'est de réfléchir en 7D. C'est déjà un peu plus compliqué. Mais c'est d'imaginer le projet en amont, faire coordonner tous les métiers pour se dire, OK, comment on va optimiser la fabrication du bâtiment, comment on va collaborer, mais aussi comment on va le mettre en œuvre, comment on va le maintenir, ce bâtiment. Parce qu'il y a des choses la durée de vie d'un bâtiment est en jeu quand on voit qu'on doit refaire tout notre parc de bâtiment pour répondre à des nouveaux décrets, c'est compliqué. Et comment on va le détruire, comment on va mettre fin à la vie d'un bâtiment. Donc, tout ça, aujourd'hui, il y a des démarches, le BIM, qui obligent, en tout cas parfois c'est l'obligation, parfois c'est une logique économique, de dire je pense tout de suite toute la vie de mon projet. Et c'est vrai que dans la fabrication de produits, c'est pas encore une démarche qui est prise en compte. Pas partout, en tout cas. Merci. J'avais une petite question, c'était de... Donc j'ai aucun doute sur le fait que les logiciels permettent de modéliser, donc d'éviter de faire les pièces 10 fois, donc ça gagne là-dessus. Par contre, j'ai un petit doute sur le machine learning, sur l'IA, parce que c'est quand même quelque chose qui, d'un point de vue écologique, coûte une fortune. Et donc, où positionner le cursus entre l'utilisation de ces technologies qui sont immensément coûteuses, du point de vue de l'environnement, et le fait de... Qu'est-ce que ça... Enfin, est-ce que l'apport que ça peut avoir pour aider à la conception compense le coût que ça peut avoir au niveau de l'environnement? Alors là, je dirais que c'est un territoire que je ne connais pas. Mais si on le voit comme une source de savoir accessible. Du coup, pour la question de tout à l'heure, sur conception générative, dis-moi que tu veux traverser le pont, pas que tu veux traverser la rivière, pas que tu veux faire un pont. L'IA, le machine learning, s'appuie sur les exemples déjà faits. Donc, est-ce qu'il va être capable de trouver une idée nouvelle? A priori, non. Alors, c'est en ça que je me pose des questions. Ça me semble un peu contradictoire. Alors, le machine learning, c'est pas s'appuyer uniquement sur les solutions qui sont existantes. Puisqu'en fait, le machine learning, le but, c'est de nourrir la machine avec des datas. Donc, si aujourd'hui je demande, admettons que ce soit possible, c'est peut-être déjà le cas, dessine-moi effectivement une pièce de charnière d'avion qui répond au même cahier des charges, d'une manière plus économe. Admettons qu'il fasse une proposition. Mais il propose à l'état de connaissance E. Maintenant, si j'ai une communauté de dessinateurs de différents fabricants d'aéronautique qui ont peut-être réfléchi au sujet, qui ont d'autres ABAC, etc., si je vais nourrir une intelligence artificielle, et c'est ça le but du machine learning, avec ces datas, effectivement, peut-être que la proposition sera plus pertinente à ce moment-là. Mais clairement, des choses évoluent, et c'est le but, c'est qu'aujourd'hui, un chat GPT
ouvert à tous, il est basé sur un certain nombre de connaissances qu'on a décidé comme accessibles. Maintenant, si on regarde déjà dans les applications de OpenAI, il y a déjà des sujets différents. En fait, ils sont nourris de d'autres data. Donc c'est pour ça que là, il y a peut-être une piste intéressante, c'est que l'intelligence collective pourrait être plus accessible grâce à l'IA. L'IA suggère à l'intelligence collective de faire quelque chose. Mais après, le débat doit rester, puisque c'est un sujet sur lequel il faut être vigilant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eva. Du coup, je vais faire extrêmement rapide. Je pense qu'on a 3 personnes convaincues par l'éco-conception, et ce qu'on voit aussi, ce qui ressort des échanges, c'est la place de l'humain aussi. En fait, dans l'éco-conception, on a les motivations, on a donné du sens, on a même des radicalisés de l'éco-conception. En tout cas, même quand on utilise les logiciels IA, on a besoin d'interaction avec l'homme, le designer qui va pouvoir sélectionner, effectivement faire des choix orientés. Donc ça, c'est très important. Et du coup, l'éco-conception, quand on va être dans une entreprise qui va vouloir mettre en place cette démarche, est-ce que ça a un impact au sein de l'organisation? Parce que du coup, on n'est plus forcément sur les mêmes modes de travail. Est-ce que dans les projets que vous avez pu accompagner, vous avez vu aussi un bouleversement ou pas dans l'organisation de travail quand on met en place la démarche d'éco-conception? Oui, ça fait des changements. Alors déjà, il y a une question qui a été posée, c'est est-ce que j'en suis capable? Donc déjà, rassurer en donnant les compétences techniques par rapport à tout ce qu'on vient de se dire sur ces grands principes-là pour y répondre. Et un des plus forts enjeux que j'ai personnellement, c'est aussi cette notion de gestion du changement pour accompagner les personnes, pour pas blâmer aussi de dire c'est mal ce que tu faisais avant, mais il faut tout reprendre. Il y a aussi tout ce contexte-là, tous les enjeux, tout cet accompagnement au changement qu'il y a à faire. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, les transformations se fait lentement, et c'est pour ça qu'on voit que les entreprises, quand elles ont dès le départ, elles ont pris cette annonce-là, en fait, ça devient la norme, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus immédiat, en fait, tout ce raisonnement qu'on vient de se dire. On peut appliquer ça aux nouvelles générations, versus celles dans lesquelles je suis, dans lesquelles aussi je vois mes collègues le sont, qui doivent apprendre à mieux faire, sans blâmer l'État tel qu'il est actuellement. Donc c'est quelque chose d'assez... c'est pas anodin de lancer ce type de projet-là pour pas tomber dans la stigmatisation de ce qu'on faisait mal, c'était avant, et de partir du constat, et d'être innovant, d'être créatif, de pouvoir tout casser, laisser cette opportunité-là, et puis après de restreindre à ce qu'on est réellement capable de faire, un coup donné, dans un contexte donné, pour un délai donné, quel changement est-ce qu'on est capable de faire. Donc c'est un vrai challenge, finalement, de mener ces chantiers d'éco-conception. Moi, pour rebondir un peu sur ça, je trouve que la partie qui est quand même compliquée, c'est l'exigence, finalement, du regard extérieur. Dans le sens où, quand on commence une démarche, c'est mettre le curseur suffisamment haut pour qu'on ne parte pas dans le brainwashing, qu'on soit un peu catalogué. Donc, ils font des efforts, mais c'est minimaliste. Et alors que finalement, c'est déjà un effort. Donc, et je trouve que le consommateur est quand même exigeant. C'est-à-dire que quand on voit, je présentais un autre projet sur les fameuses capsules de café, qui je trouvais déjà incroyable, qu'on ne jette plus les capsules à l'UE, mais il y a un petit système de rechargement, et il faut mettre un opercule en papier dessus. Et les premières remarques des consommateurs, mais ce papier, finalement, on aurait peut-être pu s'en passer, quoi. Donc c'est intéressant de voir que parfois, je pense qu'il y a des démarches qui ne démarrent pas, parce qu'on n'a peut-être pas mis le curseur assez haut, donc on dit finalement on va peut-être rien faire, de peur d'être mis dans une case greenwashing. Donc je trouve ça peut être un frein sur la communication, c'est intéressant de le mettre. Mais du coup, est-ce que c'est finalement le niveau d'exigence de cahier des charges initial qui n'est pas assez exigeant, ou est-ce que c'est pas finalement les consommateurs qui ont un niveau d'exigence vraiment très important, et on pourrait avoir un palier entre guillemets en disant en termes d'accessibilité aussi des démarches, en disant on est déjà sur une logique d'amélioration, mais après on va aller un autre temps d'eau pour aller encore plus loin. Il y a plusieurs facteurs. Il y a aussi effectivement la pression qu'il y a dans l'entreprise elle-même. On est souvent dans une logique de croissance, et le temps qu'on doit dédier au 4e pôle,
il est plus ou moins prévu, quoi. Donc c'est pas une ressource qui est prévue, et du coup les équipes produits vont parfois ne pas faire plutôt que de faire un peu. Bon, après c'est un peu le retour que j'ai, mais c'est vrai que c'est parfois aussi l'alibi qui on ne se donne pas forcément suffisamment les moyens de le faire. D'accord. Et est-ce qu'à contrario, on n'a pas la logique de se dire, quand on voit le processus que tu détaillais, Vanille, dans la première étape, c'est orienter la démarche, est-ce qu'on n'a pas aussi une entreprise à contrario dont la démarche de base est juste de dire faisons l'éco-conception pour se mettre en avant, avoir cet élément marketing différenciant? Vous l'avez vécu J'ai pas de cas concret là-dessus. Oui. À chaque fois, alors en plus, quand on a cette notion-là de je veux faire l'éco-conception, mais parce qu'il faut faire sur la totalité du cycle de vie, aller regarder la phase d'utilisation, questionner l'utilisateur, prendre en compte son retour, là par exemple, si on reprend cet exemple-là, on voit que en fait, c'est un mode de pensée qui se veut global, qui doit interagir, qui doit après agir de phase en phase. L'éco-conception va aller regarder soit la partie matériaux, soit la partie utilisation, etc. Mais en fait, quand on est dans ce mode de pensée, ce mode de gestion, et ben, forcément, on doit questionner tout l'usage du produit. Même comment est-ce qu'on va aller vendre ce produit? Est-ce que je dois vendre un produit? Est-ce que je dois vendre un service? Est-ce que je dois le louer, vendre un nombre de kilomètres, si je reste sur le côté mobilité? Donc, c'est tellement profond. Si on va jusque-là, ça permet de gommer ce côté, ok, j'ai fait des conceptions, j'ai fait des greenwashing. Moi, en tout cas, je n'ai pas accompagné d'entreprises qui sont allées uniquement sur juste sur le petit vernis et non pas sur la refonte globale. Super. Et bien, merci beaucoup à tous les trois. Je trouve qu'on reste sur un message d'optimisme sur l'éco-conception. Moi, j'ai une dernière question pour terminer. Vous êtes face à quelqu'un qui se lance dans l'éco-conception. Quel serait le conseil avisé, éclairé que vous voudriez lui donner pour qu'il se lance dans cette démarche-là? Tester, expérimenter, se former. Se former, ok, tester. D'y aller par étapes. Donc, dans cette partie d'orientation de la démarche, il faut être ambitieux pour pas non plus il faut être ambitieux dans la démarche et dans l'intérêt, mais par contre, ne pas viser le Graal. C'est bien d'avoir des rêves, d'avoir une étoile polaire, mais par contre d'être clair, cohérent, en phase avec le périmètre d'action qu'on s'est donné pour initier la démarche. C'est vraiment là sur se créer des succès pour après pouvoir changer de manière profonde après un business, etc. Mais tester, on va pour tester et d'être clair finalement sur le périmètre de jeu qu'on s'accorde pour le premier projet qu'on initie. Très bien, merci Paul. Je dirais intellectuellement, parce que pour moi il y a deux volets, intellectuel et pratique. Intellectuel, c'est de prendre le point de vue et le contre-point de vue. C'est important, c'est un sujet qui est extrêmement vaste et où clairement tout le monde est paumé à la fin de la journée. Donc c'est bien de ne pas lâcher ce qu'on lit et comment on se documente. Et puis sur le côté technique, pratique, manuel, je dirais effectivement, je te rejoins, qu'il faut absolument expérimenter petit à petit. Et on fait des erreurs et c'est super, c'est par là qu'on commence. C'est de la recherche à tatillon, clairement. Ok, très bien. Donc lancez-vous en fait. Ouais. Finalement.